Bonjour, ceci est un réenregistrement de la conférence que j'ai donnée hier soir sur le big data et l'intelligence artificielle en sciences de la Terre et de l'environnement. Alors je me permets de me présenter brièvement tout d'abord. Donc je suis Jean Braun, je suis physicien et je travaille maintenant en sciences de la Terre où je me suis spécialisé dans la modélisation des processus géologiques. Depuis quelques années, je travaille maintenant au GFZ où je modélise les processus de surface à l'échelle des temps géologiques et leur lien avec le climat, la tectonique et plus récemment l'évolution de la vie à la surface de la Terre. Comme vous le voyez sur cet exemple, nous modélisons ici le retrait d'un escarpement topographique sur lequel nous avons également positionné une population qui évolue au cours du temps pour pouvoir ainsi déterminer son évolution géographique et ses caractéristiques en fonction du temps. Je voudrais positionner ma présentation aujourd'hui dans le contexte assez global de la méthodologie scientifique que nous utilisons tous dans nos travaux. Comme vous le savez, nous nous basons sur l'observation et l'expérimentation que nous essayons de transposer en une paramétrisation ou une mise en équation que l'on appelle quelquefois modélisation. Ce modèle que nous allons produire, nous devons par la suite le calibrer ou le valider en retournant à l'observation ou à l'expérimentation. Et ceci nous permet de comprendre les systèmes que nous étudions, mais également de créer un pouvoir de prédiction que nous pouvons utiliser pour prédire le futur, ce qui va se passer dans le futur, ou pour transposer nos modèles de paramétrisation à d'autres endroits que ceux auxquels ils ont été calibrés et validés. Alors un exemple de telle approche, le résultat d'une telle approche, le classique, c'est évidemment la théorie de la tectonique des plaques. Nous savons que vers le milieu euh, au début même du XXe siècle, plusieurs théories ont été avancées, celle du continental drift, entre autres par Wegener, et sans doute étant le résultat de cette concordance qu'on a appréciée entre la forme des continents de part et d'autre de l'Atlantique. Ce n'est que dans les années 60, qu'en mesurant les anomalies magnétiques au travers des dorsales océaniques, que nous nous sommes rendus compte que les océans évoluaient, donc se créaient en fonction du temps au niveau des dorsales. Et donc, c'est ce qui a mené à la formation au postulat de la théorie de la tectonique des plaques, cette théorie qui dit que la surface de la Terre est couverte de plaques semi-rigides ou rigides qui bougent les unes par rapport aux autres et dont les dorsales sont un type de frontière, de limite entre deux plaques. Cette théorie a été évidemment confirmée plus récemment, dans les années 90, par GPS, par mesure en utilisant la méthode GPS, qui nous permet de mesurer la vitesse à laquelle bougent les plaques en temps réel, sur quelques années. Donc, vous voyez, ce modèle a été revalidé ou amélioré, même évidemment, grâce à des nouvelles observations. Alors maintenant, nous avons bien amélioré ce modèle. Nous essayons maintenant de comprendre pourquoi les plaques bougent, comment elles bougent, et ce en lien avec la convection dans le manteau. Pour cela, nous avons développé des modèles très sophistiqués de la déformation et de l'écoulement des roches dans le manteau, couplés au mouvement des plaques plus rigides à la surface. Donc pour revenir à cette méthodologie dont je vous ai parlé et que j'ai essayé de vous illustrer, je voudrais maintenant vous montrer que l'arrivée du big data, donc de ces volumes énormes de données, euh, s'inscrit tout à fait dans cette approche, dans cette méthodologie, ainsi que le développement de plus en plus sophistiqué de nos modèles. Et je vais en particularité ici parler de nos modèles numériques, donc puisque c'est ma spécialité, et que les méthodes d'intelligence artificielle dont je vais vous parler ont été très utilisées, assez bien utilisées dans le développement et l'amélioration de ces modèles numériques. Donc, le big data, la donnée, le volume de données, l'explosion du volume de ces données auxquelles nous assistons aujourd'hui est réelle. Hein. Vous le savez, par exemple, ici je vous montre le volume de données récolté par la NASA dans son programme Earth Observing System,
Ce sont principalement des données satellitaires, mais il y en a d'autres. Et vous voyez cette croissance quasi exponentielle de la donnée. En fin 2018, on estimait à peu près 30 pétabytes de données, le volume de données satellitaires récoltées par la NASA. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, un pétabyte, c'est 30, oh, pardon, un pétabyte, c'est 10 exposé à 15 bytes. Un film que vous enregistrez ou que vous visionnez prend plus ou moins un gigabyte. J'ai fait un petit calcul, si vous considérez les 6000 films qui sont disponibles sur Netflix à l'heure actuelle aux États-Unis, ça correspond à peu près à 6 terabytes. Donc 6 disques durs, comme ceux que vous avez sur votre ordinateur à la maison. Mais il faut considérer évidemment que Netflix doit donner accès à ces 6000 films, à ces 36 millions d'abonnés. Ça demande de répartir le volume de données au travers d'un réseau de stockage. Et ce réseau de stockage a une capacité actuelle d'à peu près 3 pétabytes, donc à peu près un dixième de ce que la NASA a emmagasiné pour surveiller la Terre, si vous voulez. Donc ça vous donne une idée de l'ordre de grandeur de la donnée qui est maintenant accessible. Mais je tiens aussi à vous rappeler que cette donnée, appelons-la géologique ou géophysique, dirons-nous, hein, elle est minuscule en comparaison à la données, à la quantité, au volume de données total hein, de ce qu'on appelle l'univers digital, donc qui comprend toute la donnée qui est emmagasinée eh bien, dans le cadre de programmes nationaux, mais aussi de programmes privés. Hein, je pense à données de localisation, des géolocalisations, de Google, et puis toutes les données enregistrées par Google ou Amazon. Et je vous laisse penser ou imaginer ce qu'elles peuvent être. Eh bien, cet univers digital hein, est constitué, ou était constitué en 2018, à peu près 30 zettabytes. Et donc ça représente à peu près 1 million de fois plus, un volume 1 million de fois plus élevé que les données enregistrées ou emmagasinées par la NASA. Donc ceci vous aide peut-être à mettre en perspective le volume de données que nous avons accès maintenant, qui est scientifique, hein, qui est énorme, mais qui est minuscule par rapport à d'autres types de données qui sont utilisées à d'autres fins. Alors laissez-moi aussi un peu parler des modèles, les fameux modèles numériques dont je vous parlais. Vous avez ici un exemple d'un modèle climatique hein, qui nous montre l'évolution du dioxyde de carbone ou la prédiction de l'évolution du cycle de carbone à la surface de la Terre sur l'année 2006. Alors c'est quoi ces modèles? Ce sont des modèles qui résolvent des équations différentielles qui représentent des processus physiques comme l'écoulement d'un fluide à la surface de la Terre, dans l'atmosphère, les océans, etc. Et on utilise des lois, comme des lois de conservation du moment, conservation de la masse, puis d'autres lois qui ont à voir avec de la thermodynamique ou autre. Ces lois, évidemment, ne peuvent pas être les seules que nous utilisons pour représenter tous les phénomènes qui nous intéressent. Et ça, c'est surtout un problème d'échelle. Si on peut modéliser en utilisant la loi de Navier-Stokes l'évolution, le mouvement des masses, par exemple, d'air à la surface de la Terre, on ne peut le faire qu'à une résolution de quelques dizaines de kilomètres. Si on est intéressé à voir un impact local, par exemple l'effet d'un relief particulier ou même d'une végétation particulière sur ce mouvement d'air, eh bien on est obligé d'introduire une paramétrisation un peu ad hoc qui s'éloigne un petit peu du processus physique, quelquefois ça en éloigne tout à fait, est une représentation paramétrique du processus. Et ces paramétrisations, ou ce qu'on appelle ce downscaling, font que le modèle s'enrichit, pour le bien ou pour le pire, d'un grand nombre de paramètres dont on connaît mal les valeurs et qui sont estimés principalement en faisant tourner le modèle et en s'assurant que ces prédictions sont en accord avec les observations. Alors, comme on a beaucoup de paramètres, on n'est pas toujours certain, évidemment, du pouvoir prédictif de notre modèle. En faisant varier les paramètres, on se rend compte quel est l'impact de la valeur de ces paramètres plus ou moins connus, ou plus ou moins mal connus, sur les résultats qu'on obtient. Et donc, pour ça, on fait ce qu'on appelle, on utilise des simulations d'ensemble, on fait tourner le modèle 1000 fois, avec ou même beaucoup plus de fois, en faisant varier la valeur des paramètres, pour en apprécier la sensibilité à la valeur de ces paramètres. Alors, de plus en plus, maintenant, on se rend compte que ces modèles étant tellement sophistiqués, il devient de plus en plus difficile de les interpréter. Il existe de nombreuses calls de causalité, et donc quand on voit quelque chose apparaître quelque part qui nous intéresse, on a du mal à en deviner ou en déterminer la source ou les sources potentielles. Et puis finalement, ces modèles deviennent de plus en plus coûteux à faire tourner, ils demandent des moyens de calcul de plus en plus puissants, et cela a un coût, ça a un coût environnemental évidemment, hein. Je vous donne ici un chiffre pour le German Climate Computing Center, donc le centre allemand
de calcul pour le climat, hein, qui vient d'acheter un tout nouvel ordinateur, eh bien, ils ont estimé qu'il va, pour le faire tourner, ça va leur coûter à peu près 2,8 mégawatts en puissance électrique, qui est l'équivalent de la consommation d'à peu près 7000 ménages allemands. Le coût réel pour maintenir, faire tourner cet ordinateur est de 4 millions d'euros par an, qui est équivalent au salaire d'à peu près 40 chercheurs. Donc, voilà où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons cette quantité massive et en augmentation quasi exponentielle de la donnée, du big data, et puis nous avons aussi des modèles qui sont de plus en plus sophistiqués, complexes, mais qui deviennent aussi de plus en plus lourds à faire tourner. Alors, voilà, je pose maintenant la question au centre de ma présentation, de ma conférence. Que peut faire l'intelligence artificielle pour nous aider face à ces challenges, à ces défis? Alors évidemment, vous allez voir, je vais vous le montrer. On peut utiliser l'intelligence artificielle pour mieux utiliser et gérer les données. On peut aussi, et on l'utilise pour améliorer les modèles. Et puis, sans doute, l'utilisation la plus évidente, c'est d'aider à mieux intégrer les données dans les modèles. Et je terminerai ma présentation en vous posant une question et en essayant d'y répondre partiellement. Peut-on espérer, évidemment, ou doit-on espérer que l'intelligence artificielle nous aide à mieux comprendre notre planète et son environnement? Nous y reviendrons. Alors, le domaine de l'intelligence artificielle est très complexe et très vaste. Je vais me limiter à un sous-ensemble, une sous-discipline qu'on appelle le machine learning ou l'apprentissage artificiel. Et vous voyez, comme je vais juste utiliser la définition de Wikipédia, je vous la lis en français, c'est un champ d'étude de l'intelligence artificielle, comme je vous le disais, qui se fonde sur des approches mathématiques et statistiques. Donc vous voyez, ce n'est pas une science qui est basée sur de la physique ou de la chimie ou même des lois biologiques, non. C'est basé sur des maths et des stats et permet aux ordinateurs, donne la capacité d'apprendre à partir de données. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes essayer de nous dire quelque chose à partir de la donnée sans qu'on ne leur ait donné des règles à suivre. Alors, pour vous expliquer ça un peu mieux, je vais utiliser évidemment un exemple et je vais utiliser un exemple de ce qu'on appelle une régression. En machine learning, il y a deux grands domaines d'application de ces méthodes, la régression et la classification. La régression, vous pouvez imaginer que ce sont d'interpolateurs très puissants. Hein. On vous donne un jeu de données, par exemple ici, toute une série de caractéristiques d'une population d'arbres, leur espèce, leur âge, la nature du sol, blablabla. Et en même temps, on va donner à l'ordinateur, le jeu de données contient la hauteur des arbres. Et on pourrait se poser la question, peut-on faire apprendre à la machine une façon de prédire, hein, ou une régression qui nous donnerait une façon de prédire l'âge de l'arbre en fonction de tous les autres paramètres. Une classification, les méthodes de classification s'appliquent principalement à des problèmes de reconnaissance, d'image, de voix ou autres. Je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Donc imaginons que nous voulons faire cette régression un peu intelligente, en utilisant les méthodes de machine learning. Pour ça, nous avons besoin de données d'entrée, c'est ce que je vais appeler des X ici, et puis une donnée de sortie ou une prédiction qui est cette Y qui ici c'est la hauteur des arbres. Et pour faire utiliser la méthode de machine learning, nous devons aussi mettre en place un modèle. Alors c'est pas un modèle physique, c'est un modèle mathématique. Et ici, vous voyez, j'ai pris une simple relation qui relie Y à X, dans le cas d'une relation hyper simple. Ici, c'est une relation polynomiale. Je vais supposer que si je connais x, je n'ai qu'à le multiplier par un nombre, lui ajouter le carré de x multiplié par un autre nombre, lui ajouter le cube de x multiplié par un nombre, et peut-être monter ici jusqu'à une puissance d'ordre 5 ou 6. Et voilà, mon modèle mathématique est simple, c'est un polynôme. Alors, on peut se poser le problème maintenant, c'est la méthode de machine learning vont nous dire, ils vont essayer de nous aider à trouver la valeur optimale des paramètres θ, qui sont les paramètres de mon modèle, qui seront le mieux à même de prédire les y et lui ayant donné les x. Alors, pour arriver à faire ça, on peut se dire, on va déterminer une fonction qu'on appelle objective, ou une fonction coût, qui va être simplement la différence, mesurée d'une façon plus ou moins sophistiquée, entre les prédictions de mon modèle, ce que j'ai appelé les y barrés, et les observations d'y. Donc on va essayer de trouver les θ, les paramètres idéaux, qui vont minimiser la différence entre mes prédictions et mes observations. Alors, vous savez tous, si vous avez fait un petit peu de statistiques, qu'on a déjà des méthodes, quand on prend un polynôme comme je l'ai fait, il y a des méthodes très simples, ce qu'on appelle le least squared fitting, où
une régression, on peut déterminer de façon simple, il y a même une solution unique à ce problème, la valeur de θ qui va minimiser l'erreur lorsqu'on la mesure de façon spéciale par least square. Et je vous en montre le résultat ici, à partir de cet exemple. Vous voyez, vous avez des points, les points bleus, qui sont les données, et puis j'y ai essayé d'y fitter, hein, d'y faire passer, ou d'améliorer un modèle qui est soit représenté par une progression linéaire, ou un polynôme d'ordre 2 ou un polynôme d'ordre 6. Et vous voyez, l'erreur est indiquée dans les chiffres entre parenthèses, que l'erreur devient de plus en plus faible en fonction de qu'on augmente le degré du polynôme. Si le degré du polynôme est égal au nombre de points, on peut montrer en fait que l'erreur sera nulle. Mais on se pose maintenant la question de savoir quel est en fait le meilleur ordre de polynôme on a utilisé. Eh bien, en langage machine learning, on passe pour ça à la phase de validation. Et que fait-on? On prend un autre jeu de données qui provient du même objet que l'on étudie, et on essaie de voir comment le prédicteur qu'on a mis en place se comporte avec les nouveaux jeux de données. Et on voit ici, très simplement, que le polynôme d'ordre 6, hein, qui était notre meilleur prédicteur jusqu'à présent, devient un terrible prédicteur. Son erreur est plus que doublée. Donc ça veut dire que là, nous avions fait ce qu'on appelle de l'overfitting de nos données, et nous avions obtenu un modèle qui n'est pas du tout utilisable pour faire toutes sortes une quelconque prédiction à partir de nouvelles données. On voit que les deux autres modèles, eux, se sont soit légèrement détériorés ou légèrement améliorés, et on peut penser que dans ce cas-ci, le polynôme d'ordre 2 serait la meilleure approche. Alors, évidemment, le deep learning ne fait pas simplement un fitting de polynômes, il utilise des méthodes beaucoup plus complexes et avancées, et entre autres, ce qu'on appelle les réseaux neuronaux, ou les neural networks, qui sont en fait une sorte de combinaison de polynômes. Alors, ce sont des fonctions quelquefois un peu plus compliquées que des polynômes, mais pas beaucoup plus compliquées, et elles ont un certain nombre de paramètres que l'on va essayer d'ajuster. Alors ici, imaginez, dans ces systèmes neuronaux, qu'on va agencer en niveaux, en layers, hein, une série de modèles unitaires, et ce qui va mener, et on va les faire communiquer entre eux. Donc en bas, on a la partie du modèle où les inputs vont avoir lieu, hein, où l'entrée des données vont avoir lieu, et à la sortie, on va voir les unités qui vont nous donner l'output du modèle. Et comme à chaque petit élément du modèle complet est associé à un certain nombre de paramètres, il est clair que le modèle complet a un nombre très grand de paramètres qui peut atteindre des milliers, voire des millions. La beauté des réseaux neuronaux, c'est que, et c'est ça d'où arrive le fameux deep learning, hein, c'est comment est-ce que le système peut apprendre par lui-même. Eh bien, on a montré, il y a une méthode mathématique très simple, qu'on peut calculer la propagation de l'erreur dans le réseau neuronal. En ce sens que si on fait une prédiction d'une valeur quelconque, hein, le y bar, et qu'on le compare à l'observation, eh bien l'erreur qu'on a faite peut être propagée à l'inverse pour réajuster, en sens inverse, donc réajuster la valeur de tous les paramètres de chacun des éléments du réseau et ainsi améliorer le réseau. Et on va faire cela avec, de nouveau, la moitié de notre jeu de données, peut-être des millions de données, de telle sorte que le réseau neuronal va apprendre, va se comporter d'une façon prédictive adéquate, et puis on va évidemment le valider, le tester avec un autre jeu de données, ou la deuxième moitié de notre jeu de données. Donc voilà un exemple de deep learning, hein, de machine learning, qui font partie de ces méthodes d'intelligence artificielle. Alors maintenant, je vais terminer ma conférence en vous parlant de comment les modélisateurs utilisent les méthodes de machine learning et d'intelligence artificielle, et je vais simplement les illustrer au travers de quelques exemples. Donc les méthodes les plus utilisées à présent, c'est d'abord de les appliquer aux observations et d'en extraire une information que l'on va essayer de reproduire grâce au modèle. Un exemple ici, la géométrie des lacs dans l'Arctique, où le permafrost est en train de lentement fondre, hein, de disparaître, et la taille des lacs, pérennes ou autres, évolue d'année en année. Donc ici, grâce à ces photos satellitaires, qu'on va donner à des méthodes de machine learning, on va pouvoir déterminer la géométrie, l'évolution de la géométrie des lacs et comment ils se connectent entre eux. Et ça, on va le caractériser par des choses plus simples, hein, un taux d'évolution moyen de la largeur des lacs, de leur connectivité, et on va demander au modèle de reproduire ça plutôt que le détail de chaque lac. On peut aussi utiliser la méthode de machine learning pour représenter ou remplacer ces processus locaux qu'on a utilisés pour faire le downscaling dont je vous parlais précédemment. Un exemple
classique, c'est la simulation des nuages, un problème de physique très compliqué. Mais on a beaucoup d'observations qui nous permettent de dire, pour un certain nuage d'un certain type, voilà la quantité de radiation qui va être réfléchie ou qui va être absorbée. Donc on peut, grâce à ces méthodes de machine learning, tout en ne connaissant pas vraiment la physique des nuages, créer des boîtes noires qui vont calculer la quantité de chaleur absorbée ou de chaleur réémise pour un type de nuage donné. Une autre méthode est d'améliorer la résolution des modèles. Je vous donne un exemple ici. À gauche, vous avez un modèle à haute résolution. Au milieu, vous avez un modèle de basse résolution. Et on voit que ce qu'ils parviennent à résoudre, à mettre en évidence, est très différent. Eh bien, on peut entraîner une méthode de machine learning pour essayer de reproduire la solution à très haute résolution à partir de la solution à basse résolution. C'est ce qu'on montre dans l'image de droite. Et en ayant appris au modèle comment se comporter à un endroit donné, on espère pouvoir transposer ce comportement à d'autres endroits du modèle où on n'aura pas fait les calculs à haute résolution. Alors, une méthode classique d'utiliser la méthode de machine learning, je vous en ai déjà montré un exemple, c'est le fameux data assimilation, ou l'assimilation de données, et ça s'applique principalement aux séries temporelles. Donc, imaginez, vous essayez de prédire le temps qu'il fera demain, eh bien, on peut améliorer le modèle en rajoutant à la base de données en temps réel le temps qu'il fait aujourd'hui. Et les algorithmes vont essayer de voir, de déterminer quel est le passé auquel il faut remonter pour que la prédiction pour le lendemain soit la plus précise possible. Je vous ai dit aussi qu'on ne faisait plus tourner nos modèles une fois ou deux fois, mais des milliers de fois pour essayer d'en apprécier la sensibilité par rapport à la valeur des paramètres d'entrée. Et bien maintenant, on peut limiter le nombre de fois qu'on doit faire tourner ces modèles, la taille de l'ensemble qu'on doit utiliser, en faisant des choix stratégiques plutôt qu'aléatoires de la valeur des paramètres qui sont représentatifs du comportement du modèle. Alors, je pourrais faire encore bien plus d'autres applications, entre autres résoudre le système d'équations algébriques qui est à la base de tout modèle numérique. Il y a des méthodes maintenant qui analysent, c'est plus pour les mathématiciens d'entre vous, donc je dis cela, qui analysent la forme et simplement le rapport entre la valeur des différents éléments d'une matrice pour améliorer ce qu'on appelle le préconditionnement de la matrice dans des algorithmes de solutions itératives. Alors, on peut aussi utiliser la méthode artificielle, les méthodes de l'intelligence artificielle pour interpréter le résultat des modèles. Plutôt que de conserver, de garder sur disque tous les résultats qu'on en a calculés, on ne peut en garder qu'une sous-partie, un sous-ensemble. Et les méthodes d'intelligence artificielle sont capables de recréer toutes les autres sorties du modèle à partir d'un sous-ensemble. Un exemple ici, c'est en ayant juste la position de particules dans un fluide à quelques instants, à un moment donné, on peut recréer avec une grande précision, par exemple, la pression dans le fluide ou la vitesse, les lignes de courant dans le fluide. Une application très importante est d'aider le scientifique à reconstruire la causalité de son modèle. Donc ici, je vous donne un exemple d'un phénomène atmosphérique très intéressant qui est à la cause des grandes vagues de chaleur ou de sécheresse que l'on a observées en Europe ou en Amérique ou ailleurs dans le monde ces dernières années. On sait maintenant qu'elles sont reliées à des processus de locking de la forme et de la circulation du fameux jet stream dans l'atmosphère qui sépare les régions arctiques des régions tempérées de notre climat. Eh bien, ce locking qui provoque une stabilité pendant plusieurs semaines du climat, on essaie d'en comprendre, on peut le reproduire avec les modèles, mais on a du mal à en comprendre l'origine, quel est le processus qui en est à l'origine et qui le rend plus fréquent. Et maintenant, grâce à ces méthodes machine learning, on peut reconstruire la chaîne de causalité et on a déterminé que ce locking est entre autres causé par des processus qui ont lieu dans l'Atlantique Nord, de formation des eaux profondes dans l'Atlantique Nord, qui ont une influence, aussi difficile que ça puisse l'être à le croire, sur l'intensité des moussons asiatiques, qui elles-mêmes sont la cause du locking du jet stream. Et donc on voit cette chaîne de causalité que l'on peut mettre en évidence, mais ceci n'a pu se faire que grâce à des méthodes de machine learning. Et puis finalement, il y a certains même ont jusqu'à à la limite à laisser tomber complètement le modèle physique et en utilisant que des modèles de machine learning, qu'on pourrait appeler purement statistiques, pour étudier un système complexe, comme ici la circulation atmosphérique autour de l'océan Indien. Voilà. Alors, je termine maintenant, je conclus. On a l'impression, je vous décris
les grands avantages, les avancées qui ont été faites dans le dans le domaine de la modélisation grâce au machine learning. Et donc, je pense qu'il est clair que depuis une dizaine d'années, les méthodes d'intelligence artificielle ont clairement amélioré notre pouvoir de prédiction. Et je pense que tout s'accorde là-dessus. Par contre, il est clair aussi qu'elles n'ont pas amélioré, et dans quelques cas même, peut-être nous ont diminué notre perspicacité, c'est-à-dire la compréhension que nous avons des phénomènes et l'énonciation de nouvelles lois qui pourraient nous être utiles dans cette compréhension. Alors, ça ne pose pas vraiment problème si on est dans une prédiction à court terme. Si on veut savoir le temps qu'il fera demain à Lausanne, on n'a pas besoin de savoir exactement pourquoi. L'important, c'est de savoir le temps qu'il fera demain ou dans une semaine ou dans un mois. Par contre, si on a affaire à un système qui est en mutation, comme sans doute notre système climatique, là, les méthodes purement de prédiction basées sur l'expérience passée ne peuvent pas s'appliquer avec une grande efficacité. Euh, et je pense que c'est certainement le cas dans des systèmes, et sans doute le système climatique en fait partie, mais des systèmes qui sont caractérisés par des seuils ou ce qu'on appelle des points de basculement, des tipping points, où le comportement du système change potentiellement drastiquement une fois qu'un seuil a été atteint. Et le système climatique actuel est sans doute susceptible à des seuils. Il existe des seuils et des points de basculement que nous connaissons pas très bien, mais que nous savons existent et que nous pensons atteindre prochainement. Un exemple, mais plus à des échelles de temps géologiques, si on considère le comportement climatique, l'état climatique dans lequel la Terre se trouve aujourd'hui, il est relativement métastable, comme nous disons, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'ensoleillement change, de la Terre change, eh bien le système change progressivement. Mais on sait aussi qu'il y a une cinquantaine de millions d'années, la Terre il n'y avait pas de glace à la surface de la Terre. Elle était on vivait dans un monde sans glace. Et cet état de la Terre était très stable. Il a survécu, il a continué à exister pendant des dizaines de millions d'années. Et on sait aussi qu'il y a 750 millions d'années, la Terre était dans un état stable, mais entièrement recouverte de glace. Donc, un état qui a été très stable aussi, sans doute, pendant des dizaines de millions d'années, et duquel la Terre a eu beaucoup de mal à sortir. Donc voilà, si on est intéressé qu'à des prédictions à court terme, eh bien oui, les méthodes d'intelligence artificielle peuvent être utilisées peut-être